Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Comment ça va, Laurent? Bonjour à tous, écoute, ça va très bien. Euh, Fraîchement en cette période hivernale. Ouais, j'allais dire, épisode 51, bientôt le bouclage de un an d'épisode, parce que la prochaine fois, ce sera le 52e. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on réenregistre en 2026, donc bonne année, meilleurs vœux, la santé et le SAV à fond les ballons, n'est-ce pas? Ah ouais, carrément, carrément. On ne peut que souhaiter à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient dans le SAV, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient commerciaux, que l'activité et des services qu'ils peuvent avoir dans leur business se développent et se développent de façon à les positionner de manière différenciée, solide, robuste. Hein. C'est un peu la terminologie du moment qui est importante et qui passe par les services. Mais tout ça, c'est déjà en trame de ce que l'on raconte depuis déjà presque un an. Donc, on va continuer de creuser le sujet. C'est ça, et vous verrez, on va opérer quelques liftings Ouais. bientôt. Stay tuned, continuez d'écouter parce que ça va être encore mieux les prochaines fois. Et aujourd'hui, il ferait quoi sans nous? Ah ouais. Je vais faire comme si j'avais jamais écouté le podcast Good Morning SAV et jamais rencontré Laurent Mella. Et bah moi, pendant 13 ans, ouais, j'étais capable de dire ça. De toute façon, les autres, sans le SAV, ils seraient rien. Heureusement qu'on est là pour débugger toutes les conneries qu'ils font, etc., etc. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que si le SAV, on le retire d'une entreprise, elle s'écroule et il n'y a plus rien qui se passe? C'est une bonne question. Hein. Et on entend souvent enfin, souvent, si sous plein de formes différentes, cette petite phrase de il ferait quoi sans nous de toute façon, le commerce, comment il vendrait des machines sans nous de toute façon, la direction, ils se rendent pas compte de toute la valeur qu'on a. De toute façon, la compta, c'est toujours pareil. La seule chose qu'ils veulent, c'est faire rentrer des sous. Et puis nous, on nous donne pas les moyens. Voilà. Tout ça, en général, ces petites phrases-là, elles sont des indicateurs assez clairs qui raconte que les personnes de ce type-là de SAV ne se sentent juste pas valorisées. C'est Mm. principalement ça le cœur du message qu'il y a derrière. Et en même temps, ça couvre une réalité, mais qui est que très partielle. Bien sûr qu'une entreprise qui vend quelque chose de technique, quelque chose de technologique, ou même tout simplement qui s'engage sur de la performance, sur du résultat, elle est obligée d'assurer un support, elle est obligée d'assurer un service client qui soit à la hauteur. Et donc, sans ce support, sans ce SAV, sans ce service client, effectivement, il manquerait quelque chose. Mais en même temps, c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que le SAV n'existerait pas s'il n'y avait pas des gens pour développer des produits, des équipements, des machines, s'il n'y avait pas des gens pour en faire le marketing, donner envie à des clients de l'acheter, des commerciaux pour faire le travail, d'aller euh, le vendre, le fournir, accompagner la mise en place, s'il n'y avait pas un service financier pour piloter les revenus, les rentrées d'argent, et s'assurer que la trésorerie soit toujours là, s'il n'y avait pas des RH pour s'assurer qu'on ait les bonnes personnes, avec les bons profils, au bon moment, si possible, et pour gérer toutes les questions autour des ressources humaines. Donc, on voit bien en fait que tous les services sont tout le temps interdépendants. Donc, c'est très réducteur de dire que on serait le service qui fait tourner la boutique ou le service qui est indispensable dans la boutique, même si c'est une réalité. Vraiment, c'est une réalité. Mais ça me fait penser à quelque chose, ce que tu dis, c'est que souvent, on m'a accusé d'opposer commerce et SAV, etc. Mmh. Parce que on parle beaucoup de services après-vente et des conflits qu'il peut y avoir entre les commerciaux et les techniciens qui malheureusement se parlent pas assez, hein, c'est vraiment une réalité. Et il y a quelqu'un un jour qui m'avait envoyé un message justement par rapport à ça et qui avait dit, de toute façon, le problème générique dans les entreprises, c'est le conflit entre services. Et pour le coup, c'est ce que tu es en train de dire, parce que là, on dit, ouais, il ferait quoi sans nous? Mais moi, j'ai déjà entendu des commerciaux dire, ouais, bah, c'est bien beau, les gars, mais si nous, on vendait pas les machines, bah, vous feriez pas rien, vous aurez rien à réparer, ce qui est totalement vrai.
Et la secrétaire, elle pourrait dire, bah moi, si je renvoie pas la facture, vous n'avez pas de paye. Enfin, et en fait, c'est vrai que souvent, les clients, on va dire, ils ont des problèmes qui sont créés à l'intérieur de l'entreprise parce qu'on se monte la tête les uns contre les autres. Alors d'où ça vient? Il y a tellement de possibilités, mais qu'est-ce que tu en penses de ce truc où cette personne disait les conflits inter-entreprises et la compète entre services, c'est une catastrophe? Oui. Et c'est vrai, c'est une vraie catastrophe qui est souvent le symptôme, je dirais, d'un mécanisme, d'un système qui est très siloté. C'est vraiment chaque service travaille pour lui-même en ayant une visibilité globale assez faible des interdépendances. Et ça, en fait, c'est un symptôme. Il faut le prendre comme un symptôme et non pas comme une cause. C'est juste un révélateur qu'il faut se pencher sur l'organisation interne et se demander comment les services fonctionnent entre eux. Qu'est-ce qui dysfonctionne? C'est quoi l'histoire en fait de ces différents services entre la compta, le commerce, le SAV, la RH, la R&D, la prod? C'est quoi leur histoire? Comment ça s'est construit? Comment ça s'est déconstruit? Est-ce que finalement, en tant que dirigeant ou comité de direction, on met pas en place un espèce de système qui sépare les gens au lieu de les fédérer? On peut avoir la meilleure intention du monde, hein, vouloir que toute l'équipe travaille ensemble et faire dans les faits des choses qui les séparent. Dans la façon de les rémunérer, dans la façon de leur demander des comptes, dans la façon dont on pilote les indicateurs, l'endroit où on met le focus, l'endroit où on met l'attention de la direction, et là où l'attention de la direction va, tout le monde se met en route, hein, se met en ligne avec ça, en disant, si la direction regarde ce point rouge, allez, tout le monde, on travaille sur le point rouge, hein. Enfin, on suit que ça. Donc, ce que suit la direction va donner une orientation forte. La façon dont les équipes sont plus ou moins accompagnées dans leur poste, la façon dont les personnes qui sont recrutées sont plus ou moins bien intégrées dans leur parcours, de façon à monter correctement en compétences et à bien prendre le poste, la façon dont les missions entre les individus sont claires, les périmètres sont clairs, toutes les zones de flou qu'on laisse dans une entreprise, c'est des espaces pour de l'interprétation, et en général, elle n'est pas positive, elle va pas dans le bon sens, elle produit de la séparation. Donc en fait, tout ça, tous ces éléments vont faire qu'à un moment donné, on a ce genre de discours. Chacun défend son précaré, c'est juste des mécanismes de défense, en disant regardez comme on est important, coucou, et oh, on a de la valeur, on aimerait bien que vous nous le disiez un peu plus souvent. Ça, c'est une catastrophe. Enfin, et surtout, moi, je l'ai vécu de l'intérieur où ce problème de silo, j'ai découvert ça dans mon dernier job, où ce problème-là était vraiment récurrent. Et l'entreprise a essayé de le casser. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Et je me disais, mais de toute façon, on a autant d'employés qu'on a, on était plus de 25 000, ou même si on prend que en France, on était genre 2500. C'est facile à dire, mais comment tu peux faire ça correctement, quoi? Même si tu as 20 salariés, je suis sûr, ça arrive. C'est peut-être plus facile à résoudre. Mais sans ça, je trouve que c'est un gros problème, mais qui est extrêmement compliqué. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué de l'empêcher. Je me trompe ou... Alors, c'est compliqué de l'empêcher si on n'y porte pas son attention. Si on considère pas que c'est quelque chose qui va arriver si on ne fait rien. Si on laisse faire, les mécanismes humains vont être tels que chacun va toujours essayer de trouver de la reconnaissance dans son activité, dans ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que les humains ont tous besoin de reconnaissance. On a tous besoin d'avoir de la reconnaissance dans nos activités. Donc, si cette reconnaissance est nourrie, tout va bien. Si elle n'est pas nourrie, on va aller la chercher, sous une forme ou sous une autre. Et dans ces mécanismes-là, il va y avoir principalement nos mécanismes de défense humains qui vont faire que petit à petit, les équipes vont se séparer. On va créer des frontières invisibles qui vont devenir de plus en plus visibles. Donc, en fait, il faut y porter de l'attention. Qu'on soit une petite boîte, une boîte moyenne ou une grosse boîte, c'est juste que les réponses sont pas les mêmes. Évidemment, plus la distance managériale entre un manager et son équipe, plus les strates hiérarchiques sont nombreuses, plus évidemment le système à mettre en place est complexe. Mais la première des choses, c'est déjà d'en avoir conscience, de se dire que ça va arriver. Si on ne fait rien, ça va arriver. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, ça va être de se dire, ok, c'est quoi l'histoire de mon équipe? Elle vient d'où, mon équipe?
Est-ce que j'ai une équipe qui est toute jeune, qui vient d'être recrutée? Je gère 10 personnes ou je gère 50 personnes en direct? C'est pas la même chose. Ok, un manager peut gérer en moyenne, on va dire, entre 8 et 12, 13, 15 personnes maximum en Mhm. direct. Ok, au-delà, c'est juste impossible. Même 15, c'est beaucoup. Mhm. Donc, donc ça veut dire, donc c'est pas le même contexte. Hein. Si je gère une équipe de 30 personnes en direct ou si je gère 3 personnes en direct, évidemment, j'ai pas la même latitude pour tisser des liens, pour les rencontrer, pour passer du temps avec mon équipe. Donc ça va jouer. La troisième chose qui va jouer, c'est la façon dont la direction valorise chacun de ses services. Est-ce qu'elle donne plus d'importance, comme le font beaucoup d'entreprises, au service commercial? Et donner de l'importance, c'est pas seulement valoriser les succès, c'est aussi la façon de rémunérer les gens. Si si je considère que c'est le commerce qui fait vivre l'entreprise, donc j'y mets les moyens, l'attention, les formations, tout un tas de ressources diverses et variées, un système de rémunération qui incite au développement, ok, et les autres services là-dedans, leur contribution à ce développement, comment il est valorisé? Si la concentration de la valorisation va qu'à un seul endroit, j'ai structurellement mis en place quelque chose qui va créer des silos. Euh, Donc ça, c'est un point hyper important. Comment on a pensé le système global? Est-ce que, en tant que direction, comité de direction, on pense notre système globalement? Et la culture des personnes qui constituent la direction va jouer. Dans énormément d'entreprises, les dirigeants viennent d'une culture commerciale. C'est le plus gros, la plus grosse fréquence que je peux rencontrer dans les entreprises. Donc, ils portent cette culture commerciale. C'est pas un mal, hein. C'est juste que Mhm. ça va influencer leur regard, ça va influencer les endroits où ils vont porter un peu plus leur attention. Donc, il faut juste en avoir conscience et un peu corriger le tir. Euh, Autre point qui va être important, ça va être aussi comment je donne de l'attention aux petits problèmes. Les tensions entre les services, c'est souvent des petites choses. Okay, c'est rarement des gros conflits. C'est un petit truc qui a été mal fait, un petit truc que je refais parce que l'autre ne l'a pas fait comme je l'attendais. Ça va être une promesse qui a été donnée alors que, en fait, il aurait fallu me consulter, puis on m'a pas consulté. Ça va être un processus qui n'a pas été respecté exactement comme il faut. Donc, les personnes qui sont derrière vont devoir reprendre, vont devoir aller chercher de l'information un peu plus, vont devoir chercher un peu plus. On va avoir un peu plus de mal à faire ce qu'elles ont à faire, et ainsi de suite. Tous ces petits problèmes, en général, on a tendance à les glisser un petit peu sous le tapis parce que c'est pas important. On a des choses bien plus importantes. On a la concurrence, on a les marges qui se cassent la figure, on a des parts de marché qu'on a perdues, on a une visibilité sur le marché qui est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, on n'arrive pas à vendre les contrats qu'on voudrait, et ainsi de suite. Là, on a des vrais problèmes, ça c'est gros problème. Donc, la petite tension entre Michel et Hervé, c'est bon, quoi, ils se débrouillent, hein, c'est des grands garçons. Bah non, ah non. Ah non. Le manager doit y porter attention en fait et il doit accompagner la résolution. Tous ces petits problèmes vont se cumuler en petites strates qui à un moment donné vont construire des frontières entre les personnes, donc entre les services. Parce qu'évidemment, la frontière entre services, elle est totalement virtuelle. C'est des frontières entre les vrais gens. C'est des vrais gens qui ont du mal à discuter entre eux, à travailler ensemble. Et donc c'est des vrais problèmes. C'est des Mhm. problèmes qui ont autant d'importance que de se développer sur le marché ou de devoir faire face à un concurrent. Compliqué, et c'est d'autant plus compliqué quand les gens ils sont pas physiquement au même endroit, tu vois. Ouais, Alors, même, on va dire, même s'ils sont dans la même ville, mais pas facilement accessibles entre les bureaux, tu vois ce que je veux dire? ouais, Moi, j'étais dans des bâtiments complètement différents des bâtiments du marketing. ouais. Et on se voyait jamais, en fait. Et ça, c'est aussi super difficile. Oui, ouais, oui, parce que nous sommes des êtres humains et qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de passer du temps ensemble pour tisser du lien. Et alors, le point sur le bâtiment que tu soulignes, c'est que si on regarde les entreprises, il y a encore quelque chose qui demeure, hein, qui est encore assez présent, c'est que le bâtiment consacré à la gestion, au commerce, au marketing, et le bâtiment consacré au SAV,
C'est pas tout à fait la même chose, hein. Il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas le même look, il n'y a pas la même attention d'une manière générale, et c'est visible. Quand je vais dans des entreprises où il y a un écart comme ça visuel entre les bâtiments, ben, ça raconte quelque chose, ça raconte une histoire. C'est C'est ni vrai. bien ni pas bien, c'est juste que ça va produire des effets. Ok, c'est ça Puis l'enjeu. souvent, ils sont même pas, ils sont séparés en fait. Ouais. Ils sont séparés. Le bâtiment commercial est un super bâtiment, c'est tout joli, tout bien. Et puis le bâtiment SAV, c'est un atelier plus ou moins en bon état. Ok, bon, je caricature un peu, mais je le vois encore régulièrement, ça arrive Ouais. encore, hein, c'est encore présent. Donc, bah, bien sûr, parce qu'en plus, pour faire changer ça, ce sont souvent des investissements, hein, c'est pas, ça peut être des investissements assez lourds. Donc, on change pas les bâtiments comme ça, ou on rénove pas les bâtiments comme ça. Euh, donc, ça traîne. Et même si on a une intention de vouloir faire tomber les silos, que on s'est mis à valoriser un peu mieux l'ensemble de nos services, de valoriser un peu mieux les gens, etc. Si les bâtiments n'ont pas évolué, on maintient le système. Okay, on se met des freins. Donc, il faut vraiment considérer tous les éléments dans les outils de travail, dans les conditions de travail qui sont posées pour arriver à casser ces différents silos hein, qui peuvent exister. Je trouve que ce qui revient souvent dans des nombreux épisodes, c'est que tous les sujets, ils sont assez, ils sont profonds en fait. C'est-à-dire que ce dont on parle, on va pas juste le traiter avec les gens du SAV enfin du service SAV. Ouais, C'est-à-dire qu'il va falloir le traiter globalement, le service SAV, les techniciens, mais aussi comment les RH le gèrent, comment on fait de la formation pour eux, ouais, comment on les rémunère, comment on parle d'eux aussi, parce que tu vois, on parle beaucoup de... Moi, je parle du marketing, par exemple. C'est pareil, souvent, ça va être eux qu'on voit sur les vidéos produits, parce que c'est eux qui présentent les produits. On va jamais voir un technicien. Alors moi, c'est mon dada, ça fait très longtemps que je parle de ça. Mais c'est pareil. Moi, un truc qui nous marquait aussi souvent, c'est que ils devaient faire des vidéos pour les produits dans des entreprises auxquelles enfin, dans lesquelles j'ai travaillé. À chaque fois, on se disait, putain, pourquoi ils nous ont pas appelés et tout, quoi. Nous, on aimerait bien les aider et tout, c'est cool. Bah ouais, mais vous avez autre chose à foutre, et puis c'est pas à vous de le faire, et puis machin. Enfin, il y avait toutes les excuses. Et ça aussi, ça contribue au fait que on se sent rejeté. Même si les excuses aussi qu'on nous donnait, on se disait, ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont raison, c'est pas notre job. Mais c'est le petit truc, comme tu dis. Et donc, bref, le truc est tellement, peut-être pas tentaculaire, mais profond, c'est que, en fait, si on veut le traiter, il faut vraiment intégrer tout le monde, encore une fois. Mais c'est, ça se fait pas facilement, en fait. Est-ce que non. c'est pas ça le problème? Et est-ce que c'est vraiment, il y a vraiment une solution à ça? Parce qu'il y a tellement de gens à intégrer pour que ça fonctionne. Moi, ça me paraît toujours super difficile à mettre en place, quoi, non? Il y a une petite phrase que tu as glissée là qui est c'est pas notre job. Et en fait, c'est un vrai sujet. C'est quoi le job finalement de chaque personne dans l'entreprise? Alors oui, bien sûr, chacun a une fiche de poste, a des missions, des tâches à accomplir. Ok. Mais finalement, est-ce que tout le monde dans l'entreprise n'a pas une tâche supplémentaire qui est d'être un porte-parole positif, valorisant de son entreprise? Est-ce que ça, c'est pas une tâche qui doit être portée par tout le monde? Que ce soit le technicien dans son atelier, que ce soit le commercial, que ce soit la personne qui relance les clients en cas de litige, que ce soit la secrétaire, la standardiste qui accueille les clients. Tout le monde est concerné en fait. Donc pourquoi quand on va mettre en ligne un témoignage, une vidéo, un retour de salon, pourquoi on ne verrait que les commerciaux? Pourquoi on ne verrait que les personnes du marketing? Ah oui, c'est des personnes qui ont une belle capacité à communiquer, à expliquer les choses, à valoriser l'entreprise. Mais c'est peut-être aussi notre job en tant que direction de faire en sorte que tout le monde soit capable de parler de l'entreprise. Parce que si c'est pas le cas, bah peut-être qu'on a loupé quelque chose. On est peut-être en train de manquer quelque chose. On voit bien, à l'ère d'aujourd'hui, c'est renforcé encore plus par les réseaux sociaux, on voit bien que la façon dont chacun parle de son entreprise, bah, ça va jouer sur l'attractivité de l'entreprise, donc sa capacité à recruter. Et la capacité à recruter, elle est juste fondamentale si on veut se développer. Si on n'a pas les gens pour faire,
On peut pas se développer. Et j'ai connu plusieurs codir qui ont des marchés où ça va plutôt bien. La croissance pourrait être très forte, ils pourraient faire 15, 20, 30% de croissance à certains moments. Et ils sont bloqués à 5, 6, 7% parce qu'ils ne trouvent pas des gens. Ah, ils trouvent des profils commerciaux, mais pas toujours les bons. Ils ont du mal à trouver, comme tout le monde, des techniciens compétents, expérimentés, parce qu'il y a une très grosse pénurie, on en a parlé souvent. Et un des éléments, c'est pas le seul élément, mais un des éléments de l'attractivité, c'est la façon dont les équipes parlent de leur entreprise. C'est un des éléments forts. Et si on n'accompagne pas ça, le frein principal, pourquoi on dit « Ah ouais, non, je vais pas mettre un technicien devant une caméra ». Alors, tous les techniciens n'en ont pas envie, c'est respectable. Je dis pas qu'il faut tous y aller, mais surtout, c'est que ça doit être accompagné. C'est que, évidemment, si j'ai jamais formé mes équipes à bien se comporter, bien parler, c'est un truc qui s'apprend, c'est pas un truc inné. Mais pourquoi les commerciaux et le marketing savent bien le faire? Parce qu'ils ont appris. Ça fait partie du contenu de leur formation. Donc évidemment, ils sont bons sur le sujet, en général. Les équipes techniques, c'est pareil. Les administratifs, c'est pareil. Tous les comptables ne sont pas des super communicants. C'est pas dans leur cursus. Et c'est pas pour ça qu'à un moment donné, ils doivent pas se retrouver dans un témoignage, dans une valorisation visuelle, quel que soit le format vidéo dans l'entreprise. Ils doivent être là aussi. Parce que ce sont des personnes importantes aussi. Donc, tout le monde est important dans une entreprise. Et c'est pas assez dit, et c'est pas assez prouvé. C'est-à-dire on ne fait pas assez d'actions dans une grande majorité d'entreprises pour le montrer. Eh bien, c'est ce cœur-là qui fait qu'on a des silos ou on n'a pas de silos. C'est de mettre de l'énergie à ces endroits-là. Eh ben, bon. En tout cas, c'est un sujet, encore une fois, qu'il faut prendre, sur lequel il faut prendre du temps, en fait, pour le mettre en place. Et encore une fois, il faut intégrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire, en fait, toute l'entreprise, quoi. Oui. Et on a vraiment à y gagner. Hein. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont fait ce travail-là, parce que heureusement, il y en a quand même pas mal qui le font, qui sont actifs sur ces chemins-là, eh bien, en fait, on voit que ça produit vraiment de la performance. C'est pas juste pour le plaisir que les gens se sentent bien, même si c'est important quand même. Hein. Mais c'est même pas juste pour ça. Même si on n'a pas ça en tête, ça produit réellement de la performance. À partir du moment où j'ai un commercial, par exemple, je vais prendre un exemple d'une PME de 200-250 personnes, où systématiquement, l'équipe commerciale, quand elle travaille sur un projet, donc c'est de la machine un petit peu complexe, elle va systématiquement consulter le SAV à la construction des projets, au tout début, dans la construction de l'offre. Le service R&D qui développe les équipements a mis en place avec le SAV un cheminement de retour d'expérience pour aller prendre tout ce que le terrain raconte de l'utilisation des machines. Ce qui va bien, ce qui va pas bien, ce que les clients font facilement, ce qu'ils ont du mal à faire. Okay, et tout ça, c'est analysé régulièrement. La direction, elle a évidemment mis une focale très très forte sur la coopération interne, sur le fait que les équipes doivent bosser ensemble, mais c'est pas juste une volonté, c'est pas juste « Eh les gars, faites en sorte que ça marche ». C'est vraiment des temps collectifs, une stratégie qui est construite avec les managers de chacun des services. Dans le CODIR, il y a évidemment le commerce, il y a le SAV, il y a la RH, et tout ce petit monde-là est dans le CODIR. Donc, la stratégie, elle est fixée avec l'ensemble des services. L'équipe financière, la compta, a un temps de revue avec le responsable SAV et le directeur commercial sur tous les dossiers qui pourraient être un peu complexes, pour vérifier où on en est, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Et il y a des décisions qui sont prises, des actions qui sont mises en place avant l'émission de la facture. Okay, ou si la facture a été émise avant l'échéance de paiement. On n'attend pas en fait que les problèmes arrivent. Okay, on cherche à les anticiper. Je l'ai souvent dit hein, dans le service client, dans la relation client, la clé c'est l'anticipation. Eh bien, ces mécanismes-là font que ça fonctionne. La RH, dans son mode de fonctionnement, chaque fois qu'elle a à travailler sur un profil de poste, elle prend un temps assez poussé pour comprendre chacun des métiers.
En général, elle connaît bien les métiers administratifs et les métiers commerciaux parce que souvent c'est là où on recrute un peu plus. Mais sur le service technique, il y a un vrai temps de discussion avec la direction du service client pour bien comprendre finement qu'est-ce qu'on recherche exactement. Et il y a une stratégie marketing sur les RH qui valorise le SAV. Et comme dans l'exemple qu'on citait tout à l'heure, ils font témoigner régulièrement des personnes du SAV avec un commercial sur des réalisations qu'ils ont faites. Ça s'est bien passé. Chez un client, il y a une petite vidéo qui est tournée et qui raconte un peu l'histoire. Quelle était la problématique, comment ils l'ont résolu. Et ils valorisent les deux ensemble. Le commercial et le technicien sont valorisés en même temps. Eh bien, toutes ces petites choses-là, tous ces petits mécanismes-là, je pourrais en développer. Bon, il y a énormément d'actions qu'on peut mettre en place, hein, mais c'est pour donner quelques exemples. Tout ça, à la fin, ça produit des clients qui sont beaucoup plus fidèles. Ça produit des clients qui ont envie de continuer à bosser avec l'entreprise, qui apprécient les personnes, et quand ça va pas, parce que évidemment, il y a des moments où ça fonctionne pas, il y a des moments où il y a des ratés, il y a des moments où il y a des pannes qui posent de vrais problèmes chez les clients, et bien les clients sont beaucoup moins durs. Okay, l'escalade est moins rapide, le temps d'écoute est plus grand, et donc du coup on a de l'espace pour pouvoir essayer de résoudre au mieux les problématiques qui se présentent. Et donc ça a bien un impact sur la performance. Ouais, Pour c'est ne sûr. citer que cet exemple-là. C'est sûr, ça pose tellement de problèmes. Enfin, moi, je l'ai vécu, ça pose énormément de problèmes. À tout, on parlait de reconnaissance là, mais nous, on avait aussi un problème d'échange d'informations ou de façon de présenter les produits en formation. Parce qu'en formation technique, tu présentes quand même le produit sur lequel tu travailles. Et bien sûr, en formation commerciale, ils présentent le produit. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on ne racontait pas la même chose. Alors, et ça s'est mal passé, malheureusement. Bon, après, ça a été résolu, mais du coup, ça énerve un peu tout le monde. Donc, ouais, et puis, tu vois, en parlant de tout ça, moi, je pense que les barrières, on se les met nous-mêmes, quoi, parce que finalement, c'est pas si compliqué. Il suffit d'aller voir les autres d'à côté, hein. C'est toujours ça, mais C'est souvent ça le des fois, chemin. c'est très compliqué, quoi. C'est un truc de fou, hein. Ouais, oui, oui. En fait, tu vois, si on simplifie à l'extrême, on pourrait dire que c'est finalement à chacun dans l'entreprise de dire à l'autre ce dont il a besoin pour bien travailler. En fait, à la condition, bien sûr, que l'autre écoute, ok, et fasse la même chose en disant de quoi j'ai besoin moi pour bien travailler. Et non pas de se dire, ça c'est pas à moi de le faire, ça c'est à toi de te débrouiller, c'est ton problème, ok, c'est pas le mien. Non, on est tous une chaîne. C'est ce que je fais à mon poste a un impact sur ceux qui vont derrière suivre. Quand je suis un technicien, je reviens, je remets mon rapport d'intervention. Mon rapport d'intervention, il va servir à plein de choses. Il va servir, un, au client pour dire ce que j'ai fait et confirmer. Il va servir à la compta, au service financier pour dire, voilà, on peut facturer ça parce qu'on a la preuve que ça a bien été fait. Il va servir en cas de litige, donc au service juridique, si jamais il y a un pépin, on a des éléments de preuve. Il va servir à la direction pour dire, ok, mon équipe travaille bien et tient bien les promesses qu'on fait. Il va servir au service commercial pour dire, ok, à cette date-là, on a eu ce genre-là de problème, on l'a traité de cette manière-là, et c'est résolu, on sait pourquoi. Il va servir au service technique pour dire, tiens, là, cette panne-là, on sait qu'il y a tel et tel symptôme, et quand il y a ces trois symptômes-là, la façon de le résoudre, c'est ça. Donc, on va construire de l'expérience et de la traçabilité de notre expérience. Et voilà, tu vois, je pourrais en rajouter encore une dizaine comme ça. C'est-à-dire que un élément produit par l'activité du SAV va être utile à beaucoup d'autres. Donc, la forme, le contenu, la qualité de ce qu'il va y avoir à l'intérieur va être juste fondamentale. Donc, si je n'y mets pas d'attention, si je dis, c'est pas très grave, j'ai encore 5 techniciens qui n'ont pas rempli leur rapport, bon, tant pis. Eh bien, je suis en train de casser tout ça. Tout ça, c'est mort. Ce qui me fait dire, épisode 48, c'est pas à moi de changer, hein. C'est l'épisode qui est sorti, on est le 6 janvier, donc c'est l'épisode qui est sorti hier. Voilà, c'est vraiment typiquement c'est ce qu'on a raconté là-dedans. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter l'épisode 48, c'est pas à moi de changer. Un petit effort peut tout changer justement. Exactement. Allez, on une belle arrête phrase là. de conclusion.
Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tuto pour ton SAV.